Lunatique. Que ça fait du bien. Le matin, l'après-midi et le soir aussi. Bonjour Sylvie. Bonjour. On est sur Lunatique. Je te présente un petit peu. Tu es Sylvie Verchères. On a déjà eu l'occasion de t'avoir dans une émission. Donc, Oui. Souviens-toi, c'était pour l'émission des rêves. On avait vu les rêves. C'était donc Je me souviens. Voilà, en juin. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser au mythe et du coup à Morrigu, à une déesse. Tu es praticienne en psychosynthèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, la psychosynthèse, c'est très long et très compliqué à expliquer. On va dire que c'est juste une héritière, une petite fille de la psychanalyse ou de la psychologie analytique de Jung. Donc, c'est dans la continuité. Et moi, ma spécificité, c'est de m'être très rapidement intéressée à la notion d'archétype qu'on peut relier au mythe et à l'impact que cela peut avoir dans l'incarné, c'est-à-dire dans le vécu. Un petit peu à la manière de James Hillman, pour ceux qui connaissent. Voilà, je travaille à travers des ateliers, des séminaires, des formations et puis des accompagnements individuels aussi. D'accord. On avait eu l'occasion de se rencontrer lors d'un stage consacré au féminin sacré. Oui, je me souviens très bien. Et donc, prochainement, tu sors un jeu justement sur les déesses. Il va sortir chez Très Daniel. Oui, Voilà. c'est l'oracle des gardiennes des mythes, donc justement, où on a repris 48 déesses avec le schéma archétypique qu'elles représentent. Et donc, en fait, c'est un oracle qui devrait paraître dans pas très, très longtemps. Oui, et justement, à cette occasion, on va faire un podcast et tu nous présenteras ton jeu. Du coup. Ça, avec plaisir. Voilà. Comme on parle très peu justement de cette période, tu sais, notre émission, c'est sur la femme de 50 ans et un petit peu, on a parlé un petit peu dans l'émission de son invisibilité, entre guillemets, dans la société actuelle. Et donc, j'ai souhaité aujourd'hui qu'on se relie à une déesse qui serait appropriée pour cette période. Donc, tu nous as proposé la déesse Morrigu. C'est vraiment celle qui correspond le plus. Vas-y, on t'écoute. En quoi elle correspond? Qui est-elle? Morrigu, c'est une des grandes déesses du panthéon celtique. On connaît mieux peut-être son avatar Morgane dans le conte du Graal. Mais en fait, à l'origine, c'est cette déesse Morrigu qui est la déesse des métamorphoses. Donc on dit souvent que c'est la déesse de la mort, mais c'est la mort dans le sens de la métamorphose. Et c'est-à-dire cette période, si on le replace au niveau de la saison, on est vraiment à la fin de l'été et pour que quelque chose de nouveau puisse naître, il faut bien que quelque chose meure. Ça, c'est une loi de la nature. On décide de rien, on subit, on vit cette chose-là. Et donc, on peut l'observer dans l'automne avec les feuilles des arbres qui tombent, qui meurent et qui vont rejoindre la terre, se mêler à la terre, pourrir. Et il y a cette décomposition qui va permettre l'intégration de la feuille morte au terreau pour devenir un meilleur terreau, pour que repousse une nouvelle vie. Donc voilà, Morrigu, c'est vraiment ce passage-là où elle vient symboliquement, bien sûr, mais quand je dis symboliquement, c'est pas juste une image. Le symbole, c'est quelque chose de vivant, quelque chose que l'on vit, que l'on expérimente. Et elle va passer avec son chaudron ou avec ses corbeaux aussi, récupérer tout ce qui doit mourir, tout ce qui doit partir, tout ce qui doit disparaître, tout ce qui doit se modifier pour ne pas qu'il y ait de sclérose. Parce on doit vraiment faire la différence entre la mort et la mort. Je vais dire, il y a la mort naturelle qui est cette décomposition, cette partie de nous, ces déchets en fait qui doivent disparaître pour laisser la place. Et à contrario, il y a cette notion de mort où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus de mouvement, où il n'y a plus rien, mais qui serait plutôt une non-vie. Oui. Et ça, c'est pas possible. Dans la nature, c'est pas possible. Donc Morrigu, elle intervient pour que ça, ce ne soit pas possible. D'accord. Elle vient pour nous réveiller. Elle vient pour nous bousculer, pour nous déranger, pour nous obliger à modifier des choses, à nous transformer. Et donc, bien sûr, c'est surtout dans notre culture aujourd'hui, on l'accepte très mal, on le vit très mal parce que bien sûr, c'est douloureux d'abandonner des choses, de lâcher des choses, de changer. Oui, c'est ça. Compliqué. Il faut laisser aller les choses et
faire des deuils et accepter le nouveau. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, il y a ce passage sur le plan de l'image de la déesse qui arrive avec ses chaudrons, ses corbeaux, qui va nous demander de mettre des choses dans son chaudron, c'est-à-dire nous-mêmes, on va descendre dans le chaudron pour passer par un espèce de bouillon qui va cuisiner tout cet ensemble de manière à rendre le vécu beaucoup plus digeste, en faire quelque chose d'autre. Mais tout ça, ça va arriver à enlever toutes les scories, tous les déchets, de manière à ce qu'il reste plus que l'essentiel de l'être. Et là, il y a un petit moment de magie qui correspond à ce que les Celtes appelaient la fête de Samhain, Samonios, donc au 1er novembre, où il y a cette espèce de bascule qui, là, ne nous est absolument pas accessible sur le plan du conscient. C'est vraiment le moment magique où, à partir de cette essence, va pouvoir jaillir l'être nouveau qui va être couvé jusqu'au solstice d'hiver, quand le soleil va renaître. Et là, ça sera le nouveau soleil et le nouvel enfant. Mais ce nouveau soleil, c'est-à-dire cette nouvelle conscience, cette nouvelle manière d'être, ne pourra être possible que si on est passé par le chaudron de Morrigu. Sinon, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on enregistre un petit peu avant, mais l'émission aujourd'hui, elle passe le 1er novembre, donc on est le 1er novembre. C'est parfait. Voilà. Tu veux bien nous parler un petit peu de Samhain, justement. Pourquoi c'est cette période un peu transitoire où les mondes finalement sont un petit peu, ils communiquent entre eux, mais pourrais nous en parler un petit peu? Alors oui, ce qu'on peut dire déjà par rapport à ces fêtes celtiques, c'est qu'il y a les 4 fêtes du cycle solaire, qui sont les 2 équinoxes et les 2 solstices. Mais les Celtes avaient des fêtes encore plus importantes, 4 fêtes. Donc la première, c'est Samhain, c'est-à-dire c'est le 1er de l'an. C'est le moment où se féconde en fait le nouveau possible et la nouvelle année, parce que c'est la préparation. Ensuite, la deuxième fête, c'est Imbolc, c'est vers le 1er février, qui est pour eux l'ouverture du printemps. C'est vrai que si, avec attention, on regarde la nature, on peut sentir les prémices du printemps dès le mois de février. C'est un moment où les jours rallongent vraiment. C'est les premières fleurs, malgré la neige, qui vont jaillir. Donc, il y a ce potentiel qui est là. Donc, il y a cette fête qui est très importante. Ensuite, il y a Beltane, qui est au 1er mai, où là, on rentre dans l'été. Et puis, il y a Lughnasadh au 1er août. C'est-à-dire que c'est des fêtes qui sont plutôt calées sur des cycles lunaires. Oui. Donc, on va avoir ces cycles lunaires. Tu nous as dit qu'elle était celte, Morrigu, c'est ça? Oui, c'est une déesse irlandaise, oui. Elle a plusieurs noms, comme toutes les déesses. Tous les féminins divins, ce ne sont pas des figures statiques, c'est tout le temps chatoyant, c'est tout le temps mouvant. Donc, elle peut vraiment passer d'un état à un autre très, très rapidement. Ça veut dire qu'elle se transforme, elle a la capacité de se transformer? Ah oui, absolument. Oui. Alors, elle se transforme en quoi, par exemple? Ça va dépendre justement du contexte. Et ce contexte, ça va vraiment dépendre de ce que l'on en fait, nous, dans notre vie, parce que toutes ces histoires d'archétypes et de divins, on peut faire un raccourci en disant que dans les temps anciens, on parlait de Dieu et de déesse, alors qu'aujourd'hui, on a mis des mots modernes dessus, on parle d'archétypes et de manifestations d'archétypes, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut projeter sur des images extérieures, sur des déesses avec des habits, des fonctions, etc. Mais c'est quelque chose que l'on vit en soi. L'archétype, il vit à travers nous. Nous agissons l'archétype en quelque sorte. Oui. Donc c'est comment dire, c'est très vital pour nous d'appréhender ce genre de choses parce que c'est la vie tout simplement. Alors du coup, quand quelqu'un par exemple qui ne s'y connaît pas pourrait sentir ça, parce que personnellement, quand je lis certaines histoires, j'arrive à le ressentir à l'intérieur de moi, comme si je sentais que j'avais une vieille peau qui partait de moi. Comment on pourrait l'expliquer? Comment on pourrait donner un exemple? Je pense que c'est plus dans mon expérience, parce qu'il y a aussi mon expérience de vie à moi, mon expérience personnelle. Dans ce que je peux vivre, c'est encore plus concret que ça, c'est-à-dire que notre vie elle-même est un archétype, des archétypes en marche, en quelque sorte.
c'est du monde de l'âme qui demande à s'incarner dans la matière. Donc, quand on laisse vivre, quand on écoute son âme, quand on laisse vivre son âme, eh bien, on va avoir accès à nos sentiments, à nos émotions. Et c'est ça l'archétype en marche. C'est-à-dire quand on a peur, quand on est amoureux, quand on est batailleur ou qu'on a envie de se sortir d'une situation, on va être un sauveur. C'est-à-dire dans notre vie au quotidien, tout le temps, on est dans cette incarnation de l'énergie de l'archétype, en fait. Oui, mais c'est ça, je sais pas, mais souvent, la femme arrive à un âge où elle sait pas pourquoi, mais elle a envie d'avoir un enfant. Ah, mais ça vient d'où? C'est pas que le corps. Mais le corps, c'est quoi? C'est juste l'âme en matière. Il y a pas, c'est pas dissocié. Il n'y a pas d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps. C'est tissé ensemble, tout ça. Donc, le corps va arriver à une maturité où la femme pourra porter un enfant, mais il y aura quelque chose qui va s'agir, je ne sais pas comment lire autrement, du verbe agir en elle, de ce besoin d'avoir un enfant. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part parce que ça fait partie de la condition humaine. Et à ce moment-là, elle vit l'archétype. Donc, qu'est-ce qu'elle va en faire? Comment elle va le vivre? Comment elle va l'incarner? D'accord. Et donc là, pour cette déesse Morrigu, du coup, ça se passe comment par rapport à la femme de 50 ans, par exemple qu'est-ce qu'elle va trouver dans son chaudron qu'est-ce qu'elle va, puisqu'elle ne Ah, peut plus enfanter, qu'est-ce qu'elle va faire? alors, la femme de 50 ans, mais on pourrait dire plus précisément la femme face à la ménopause, hein, parce que c'est vraiment plutôt ça. Mais on parle de la femme, mais élargissons un peu, on peut parler aussi aux messieurs, parce qu'ils ont aussi un cap qui est appelé l'andropause. Mais en tout cas, c'est une espèce de passage, de maturité de l'âme, parce qu'on approche de la mort du corps en tout cas. Et donc, c'est le moment, hein, c'est maintenant ou ça sera jamais. C'est-à-dire, fais le ménage, quoi. Ouais. Deviens vraiment qui tu es. On peut le vivre avant, mais si on n'a pas pu le vivre avant parce qu'il y a peut-être trop de choses à nettoyer ou à vivre, à expérimenter avant, en tout cas, à ce moment-là, souvent, on fait face à ce besoin naturel de notre psyché de se déployer. Et donc, ça peut être vraiment très compliqué parce qu'on le vit vraiment sur le plan de l'âme, et mais on le vit aussi sur le plan du corps. Donc là, c'est en particulier les femmes où la ménopause peut être un moment très difficile. Deviens, connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Mais quand on dit ça, c'est pas sur un sens mental, sociétal, de lois et de règles, il faut être comme ci, il faut être comme ça, parce que c'est terrible dans notre société, dès qu'une femme arrive après 50 ans, elle est plus bonne à rien, quoi. Elle peut plus faire d'enfants, elle est plus baisable, etc. C'est une horreur. On n'a plus qu'à s'enfermer dans une cage et puis se laisser mourir. C'est contraire à la nature. C'est contraire à plein de choses. Dans les anciens temps, ce qu'on appelait les grands-mères et les grands-pères, c'était des sages, c'était des gens qu'on écoutait, ils avaient un impact énorme sur la société. Aujourd'hui, c'est terminé, ça. Hein. C'est une Voilà. horreur. Donc, il y a vraiment un retournement qui s'est mis en place, alors que c'est vraiment un moment de vie intense et crucial où on peut partir à la rencontre de soi-même. Et quand je dis soi-même, c'est quel est le dessein de mon âme? Dessein D-E-2-S-E-I-N. Je ne sais pas, les Celtes parlaient de destin. On croit au destin ou on n'y croit pas, mais il y a quelque part un dessein de l'âme. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est censé mettre en œuvre et vivre? Qu'est-ce qu'on doit vivre en tant que soi-même? Or, la plupart du temps, on a intégré dès la naissance, voire un peu avant, tout un tas de valises, de bagages qui nous ont bien été ancrés dans, dans le crâne de tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. La famille, l'école, la société, c'est pas forcément ce pourquoi nous sommes faits. Oui. Et alors, du Et coup, et qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous poser comme question à ce moment-là? Parce que c'est des questions sur le sens de notre vie, finalement. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais toi, qu'est-ce que tu t'es posé comme question, par exemple, à ce moment-là? la première question, c'est mais moi, dans tout ça,
Qui suis-je? Quand j'agis, quand je fais un geste, quand je parle, quand je fais n'importe quoi, est-ce que c'est moi, mon être intérieur profond, qui agit, qui parle, ou est-ce que c'est des choses qui m'ont été inculquées à l'insu de mon plein gré, j'allais dire. Et c'est rigolo parce que quand on voit certaines personnes qui parlent et tout ça, c'est oh, on dirait ta mère, on dirait ton père, ou etc. C'est-à-dire on récupère des schémas qui ne sont pas forcément les nôtres. Or, le but de la nature, c'est de ne jamais refaire exactement la même chose. Même si on prend, je sais pas moi, prenons le chêne, qui est un arbre mythique chez les Celtes. Bien sûr, tous les chênes sont des chênes, mais il n'y en a jamais aucun pareil. Oui. Ils sont, voilà, la nature a horreur du vide, mais la nature ne produit jamais des clones exacts. Il y a toujours quelque chose qui fait une petite différence. Et nous sommes de la nature, donc pour nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire avec le terreau dans lequel je suis née, comment puis-je incarner ce que je suis vraiment? Qu'est-ce qui me fait sentir vivant? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie de chanter? Qu'est-ce qui me donne cette énergie de vivre? On peut expérimenter ces moments de grâce et de liesse dans certains moments que l'on vit, qui sont toujours aussi liés au relationnel. Hein. Je vais revenir à Jung, qui disait on ne devient pas soi-même tout seul en haut d'une montagne. Oui, tout à fait. On peut devenir soi-même qu'en se confrontant vraiment à la vie, en allant vers tout ce qui est vivant. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui me rend vivant? Oui. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, je dis, oh ben c'est comme ça, c'est parce que c'est pas autrement, on a toujours fait comme ça, etc. Là, on n'est pas dans son essence première. Oui. Et donc, comment l'homme il peut s'en inspirer? Finalement, il peut se poser les mêmes questions. Ah ben oui, parce que, Mm. comment dire, nous, on est des femmes conscientes à l'extérieur, mais dedans, là, on a un homme, Oui, tout à fait. un animus, Allez, mais et les hommes qui sont des hommes extérieurs, ils ont une femme à l'intérieur. ouais. Donc, en fait, le message, l'énergie du féminin, elle n'est pas mise en œuvre de la même manière, mais elle vaut pour les deux genres. Oui. Donc, pour le travail de l'homme, il revient un peu au même, sauf qu'il doit aller à la rencontre de ce féminin intérieur, se connecter avec lui et faire avec lui, ce qui est très compliqué aujourd'hui, puisque depuis très longtemps, on a coupé l'homme de ce lien avec ce féminin en lui-même. Donc c'est compliqué pour lui. Et pour nous, ce qui est compliqué, c'est que le masculin auquel on s'est connecté, c'est pas un masculin qui est très valorisant pour nous. Il va pas tellement nous accompagner positivement. Il suffit de regarder l'extérieur. C'est juste un reflet. Tout ça, tout ce qui est à l'extérieur, ça veut dire que c'est quelque part à l'intérieur. Donc il y a tout un travail à faire. Hein. Et Mais on pourra le faire qu'en se confrontant à l'autre, en allant à la rencontre de l'autre. oui. Et justement, tu parles de cette rencontre du féminin dans l'homme, mais et inversement pour la femme. Est-ce que c'est finalement les qualités humaines, finalement, elles n'ont pas de genre. C'est ça ce qu'il faudrait se dire. Là aussi, attention de ne pas rentrer dans les clichés, j'allais dire, un peu féministes. Oui. C'est-à-dire que pour nous, être une femme, ça ne signifie pas devenir des hommes. Non, bien sûr. On est semblable, mais on est complètement différent. On ne va pas l'agir de la même manière. Notre nature n'attend pas ce retournement des fonctions, en fait. Je peux faire exactement les mêmes choses qu'un homme, Oui, c'est ça. mais je les ferai pas de la même manière. Voilà, exactement. Et ça, c'est une richesse merveilleuse. Donc, Morrigu, qui peut correspondre à cet âge de métamorphose, hein, donc la ménopause, etc., le troisième âge, on peut voir que c'est une déesse qui est absolument pas inactive. Hein. Elle est très vivante. Par exemple, elle a des relations sexuelles intenses avec le bon père, le Dagda, et elle produit les enfants de l'âme.
Tout ça, c'est pour produire les enfants de l'âme. Ça veut dire qu'arrivé à cet âge-là, on a tout à fait, et encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce que notre corps, ça y est, nous, femmes, il ne peut plus avoir d'enfants. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Oui, mais l'âme, elle peut prendre le relais. L'énergie qui était dans ce corps, qui pouvait avoir des enfants avec les cycles, les règles, etc., cette énergie, elle ne disparaît pas, elle va basculer sur un autre plan et on va pouvoir l'utiliser d'une manière complètement différente, qui va être de produire les enfants de l'âme. Oui, alors cet enfant de l'âme, est-ce que moi j'avais pas réussi à le lire, mais le livre d'Annick de Souzenel, mais j'en ai entendu parler, j'ai écouté quelques conférences et elle parle justement enfin Annick de Souzenel du coup nous invite à plonger dans la gestation de son enfant divin. Est-ce que c'est la même chose, ce dont tu parles? Je l'entends pas tout à fait de la même manière, dans la mesure où pour moi, il n'y a pas un enfant divin, parce que sinon on en revient au monothéisme, à l'enfant divin qui est obligatoirement un fils d'ailleurs, et pourquoi pas une fille, comme si on avait juste un objectif à faire qui était cet enfant divin unique. Pour moi, c'est des enfants de l'âme. C'est-à-dire que quand on observe les rêves, parce que les rêves sont quand même vraiment une base à peu près incontournable pour essayer de comprendre tous ces mécanismes de l'archétype et psychique. Ben, on voit que dans les rêves, c'est pas un enfant qui naît, c'est des enfants qui peuvent naître à chaque fois qu'une nouvelle prise de conscience va advenir. Il y a dans le rêve la naissance d'un enfant. Et donc, ça peut advenir plein de fois. Oui, Tu vois, créer. C'est imagé, ce sont par exemple un livre, ça pourrait être une nouvelle carrière, je sais pas, artistique, se découvre à écrire des poèmes, je sais pas, je donne des exemples Oui, pour que ce soit mais concret. ça peut être aussi et surtout pour moi la clarté qui s'installe dans la psyché par rapport justement aux valises dont on parlait Oui, tout à l'heure. C'est tiens, ça c'est moi et ça c'est pas moi. Tiens, d'accord. ça c'est moi qui parle dans ma tête, mais ça c'est mon père qui parle dans ma tête. Ah oui. C'est des prises de conscience, du coup. Mm. Oui, des prises de conscience vraiment dans le sens de clarté qui s'amène. Et c'est vrai que vraiment dans les rêves, on voit la naissance de ces enfants qui précèdent toujours ces états de clarté qui nous arrivent. C'est ah, mais tout d'un coup, mais ça devient très clair. Ouais. C'est impressionnant. Alors bon, moi, en tant que femme, j'ai pu le voir dans mes rêves, où je donne même encore aujourd'hui. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu plein de bébés, et plein de filles, plein de garçons. C'était super. Ouais. Mais les hommes aussi peuvent avoir ce genre de rêve. Moi, j'ai jamais eu l'exemple. Il paraît que certains hommes rêvent d'avoir eux-mêmes des enfants, mais sinon, ils rêvent que une compagne, une femme, ou en tout cas une forme féminine avec lesquelles ils sont en affect va avoir un enfant. Ça veut dire que c'est leur anima qui va produire cette clarté. D'accord. Et pour moi, aller chercher cet enfant divin, c'est aller chercher ses enfants divins. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je parlais de mon rêve avec tous mes bébés. Mais il y a quelques années, j'ai vraiment donné la vie à une petite fille qui s'appelait Aurore Ah oui. dans mon rêve. Et là, voilà, pour moi, ça a été très... Alors, on arrive un petit peu vers la fin de cette chronique qui s'appelle Chronique des idées cliques. Donc, ça, c'est pas mal pour la clarté. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter qui te semblent vraiment importantes? Bon, c'est peut-être un pavé dans la mare, hein. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il faut bien définir que Moriglu, par exemple, c'est une magicienne, ce n'est pas une sorcière. Ah oui. Et il y a vraiment pour moi, à mon sens, il y a une très grande différence entre les deux. Pour moi, ce qu'on appelle une sorcière, en tout cas ce qui était appelé une sorcière, c'est un féminin déviant. Et le féminin déviant, il existe aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est des femmes, le féminin sacré et tout ça, que le féminin est absolument toujours positif ou très négatif. Non, il peut y avoir ce féminin déviant, comme il peut y avoir le masculin déviant qui se sclérose, dès que ça se bloque, dès que ça ne veut plus avancer sur le chemin de la vie, que ça veut rester à sa place dans sa royauté ultime. Dans le féminin, ça se manifeste par cette sorcière qui va être un féminin destructeur, castrateur,
qui empêche de vivre. Et ça, c'est la caractéristique de la sorcière à l'origine. Ce qui fait que quand on veut discréditer un féminin, même si c'est par le réel, on va dire c'est sorcier, c'est une sorcière. Mais en même temps, le féminin déviant, il existe. Et pareil dans le masculin, où on va avoir ces vieux rois, ces nègres qui veulent pas donner leur place. Et là, on peut faire référence au mythe d'Isis avec son père Ré, qui a le secret. Et donc là, le féminin intervient avec le serpent, etc. Donc dans la vie, c'est la même chose. Morrigu, c'est pas une sorcière, c'est une magicienne. D'accord. C'est pas la même chose. C'est un féminin qui est capable d'amener, de récupérer toutes les scories, encore une fois, tous les déchets pour faire de la place et cuisiner autre chose avec l'aide du Dagda, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et c'est pas quelque chose qui empêche la vie, c'est quelque chose qui génère la vie. Mais alors, juste pour revenir à la sorcière, parce que ça m'intéresse bien, après on reviendra à la magicienne. Cette sorcière, je pensais que c'était un peu, comment dire, l'énergie patriarcale qui avait inventé et qui avait inventé ce mot, en gros, pour faire peur. T'es pas loin de la réalité. Voilà, c'est le système patriarcal qui a instaurer ce mot-là, mais en fait, parce que ça peut arriver aussi justement dans la nature que l'énergie, alors on va prendre encore une fois l'énergie du féminin, se sclérose, se bloque et donc devienne cette sorcière. On n'a pas besoin d'inventer le mot, si on l'invente, c'est quelque part ça existe. Le problème du patriarcat, c'est qu'il a taxé tout le féminin de sorcière, en oubliant complètement tout le côté lumineux, le côté vivant, le côté joyeux, le côté créateur et le côté magicien. Surtout, le côté magicien lui fait très peur. Et oui, voilà. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est important de réajuster cette chose-là parce que cette part magicienne du féminin, c'est comme la part magicien du masculin. C'est quand même une étape de déploiement importante du point de vue de la psyché. Parce on parle des différentes étapes de l'anima ou de l'animus. Donc, il peut y avoir l'infantile, etc. Mais en tout cas, quand l'anima arrive à cette étape de magicienne, ou quand l'animus arrive à cette étape de magicien, et pas forcément que de vieux sages, tout seul avec sa barbe, non, c'est pas comme ça qu'on le vit. Parce que maintenant, moi, je suis à un âge où je me confronte à ce type d'animus-là, à quoi il ressemble. Mais ça va plutôt être un créateur, un magicien. Et pour le féminin, c'est pareil, ça va être un féminin qui va être capable de chatoyer entre le vivant, le solaire, le fleuri, le joyeux. Et quand il y aura quelque chose qui aura tendance à se scléroser et à bloquer, elle va dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. On appelle Marigu. Marigu, le lapsus aussi. Ah oui, d'accord, oui, donc en fait, elle voit, et dès qu'elle voit, elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait exactement. D'accord. Exactement. Ok. Exactement. Donc c'est la magicienne. C'est à la fois beaucoup de sens de la justice, c'est beaucoup de recherche d'équilibre, d'harmonie, de courage, hein, et c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que l'amour, c'est ça aussi. Oui. Ça, c'est mort, ça doit partir, je laisse partir. Oui. C'est de la résilience aussi, c'est de la résilience. Exactement, exactement. Et dernièrement, j'ai aussi compris quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, mais progressivement, peut-être apprendre aussi à être utile pour soi. Et être utile pour soi, c'est aussi prendre soin de soi. C'est apprendre à d'abord prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, c'est pas uniquement je mange de la salade et je bois des jus de fruits et je fais du sport. Prendre soin de soi, c'est d'abord prendre soin de son âme. Qui suis-je? Comment je peux me respecter moi-même et comment je peux aller alors je vais plus dire confronter, mais comment je peux aller à la rencontre de l'autre en épousant l'autre sans me perdre. Comment je peux me déployer dans cette relation avec l'autre. Ah, mais ça, c'est faire de sa vie une œuvre d'art. Ah ouais, c'est parfait. Ça, c'est une très, très belle fin pour notre podcast. Merci beaucoup, Sylvie. Oui. C'était un plaisir.
Moi, grand plaisir, oui. Et donc, on te retrouve justement pour ton podcast sur le jeu. Tu nous expliqueras un petit peu comment tu l'as construit, comment l'utiliser. Tu nous parleras des gardiennes des mythes. On aura aussi des exemples de Amaterasu et d'Isis. Exactement. Merci beaucoup. Merci Camille, et puis voilà, c'était vraiment avec un grand plaisir. Lunatique.